Alors, je vais d'abord vous parler de Fulbert et l'architecture et essentiellement me concentrer sur l'étude du chevet, puisque Pierre Martin vous parlera de la façade. Donc, Fulbert fut certainement l'un des grands bâtisseurs de son temps. Pourtant, à une époque où les chroniqueurs accordaient une large place à la construction d'églises, celle de la cathédrale de Chartres n'est évoquée nulle part. Le nom de Fulbert n'est même pas cité dans l'historiographie de Samenois-sur-Loire, principale source d'informations sur la création artistique dans la moyenne vallée de la Loire et le domaine royal, notamment dans sa biographie de Robert Le Pieux. Elgaud fait le portrait de l'église Saint-Aignan d'Orléans, tandis que dans celle de Gozlin, André de Fleury détaille les travaux d'embellissement réalisés par l'abbé dans le monastère. Alors, il est vrai que le genre littéraire de la biographie induisait une vision unilatérale, limitée à l'horizon personnel de ses auteurs. Et dans le cas qui nous intéresse, il est également possible que Fulbert, qui avait à plusieurs reprises été en conflit ouvert avec Gozlin, ait été victime d'un certain ostracisme de la part des auteurs fleurisiens. Je pense que c'est ça en réalité la raison de leur silence, car Fulbert avait vraiment était hostile à Gozlin. Il avait notamment essayé de l'empêcher de devenir archevêque de Bourges. Je pense que ça avait laissé des traces. En revanche, dans ces histoires dont l'ambition est plus universelle, c'est Fulbert que Raoul Glaber retient comme figure épiscopale parmi, entre guillemets, les hommes célèbres dans le monde romain, modèles de sainteté et de vertu, qui moururent à l'approche du millénaire de la Passion du Christ. Et il cite dans l'ordre 4 personnages: le pape Benoît VIII, le roi Robert le Pieux, Fulbert, qualifié d'incomparable évêque de Chartres et d'homme d'immense savoir, et enfin Guillaume de Volpiano, je cite encore, père des moines et fondateur de monastères. À défaut d'avoir été l'objet d'un éloge littéraire, Fulbert bénéficia d'un éloge funèbre unique en son genre. Un obit, ou tumulus, peint par André de Missy à la demande de Sigon, chantre de la cathédrale et disciple de l'évêque, accompagné d'un texte écrit en lettres d'or sur fond pourpre. Les 3 feuillets de l'Obit ayant suscité de nombreux commentaires, je n'en retiendrai ici que les aspects intéressant directement l'histoire de l'architecture, à commencer par la pleine page représentant l'évêque dans sa cathédrale. L'image n'était pas nouvelle en tant que telle. Cependant, la comparaison avec celle du bénédictionnaire de Saint-Ethelwold, réalisée à la fin du Xe siècle, montre une évolution iconographique notable. Selon une tendance remontant à l'époque, une tradition remontant à l'époque carolingienne, l'évêque de Winchester est représenté en célébrant, debout sous un arc symbolisant l'église, devant un autel sur lequel se trouvent un calice et une patène. Il tient dans sa main gauche un grand livre ouvert, son bénédictionnaire, et bénit de la main droite un groupe de clercs. Quelques laïcs, dont on distingue seulement la tête, se tiennent derrière une sorte de cloison. Fulbert, au contraire, est représenté en pasteur dans le sanctuaire de la cathédrale, accompagné de 2 clercs vêtus de vêtements liturgiques. Il tient son bâton pastoral dans une main, et surtout de l'autre, il fait un geste d'accueil en direction de la foule des fidèles massés à l'entrée de l'église. Les hommes et les petits garçons dans les premières travées de la nef, les femmes sous le porche. L'image, qui fait écho au sermon rédigé par Fulbert, met l'accent sur les qualités de prédicateur de l'évêque, mais illustre aussi un phénomène irréversible, bien décrit par les historiens, c'est l'ouverture de l'an 1000 au populus, qui se manifeste à partir de la fin du Xe siècle. Le changement de focale dans la représentation du cadre architectural témoigne de ce changement. Alors qu'Ethelwold dit la messe dans une cité célèbre imaginaire, hérissée de clochers, l'église dans laquelle se tient Fulbert renvoie à une réalité monumentale, avec la toiture en forme de conque de son abside, l'absidiole voisine, sa nef à bas-côté et ses 2 tours. Certes, il ne s'agit pas d'un dessin d'architecture au sens moderne du terme, mais d'un portrait, entre guillemets, d'église au sens où l'entendaient les auteurs du début du XIe siècle, mettant l'accent sur les éléments les plus significatifs du monument,
les tours et surtout le grand nombre de fenêtres par lesquelles, pour reprendre l'expression d'Elgaud à propos de Saint-Aignan d'Orléans, le ciel se voyait mieux que la terre. On a souvent tenté d'établir un parallèle entre cette image et la cathédrale réelle. Tout porte à penser que celle-ci n'était pas achevée à la mort de Fulbert en 1028 et que l'enluminure la montre telle qu'elle devait être une fois achevée. Certes, le mode de représentation de l'espace rend l'interprétation hasardeuse, mais la silhouette générale pourrait bien être l'écho d'un dessin de présentation comparable à ceux dont l'existence est attestée pour l'époque gothique. L'inscription de l'Obit de Fulbert est non moins intéressante pour l'histoire de la construction. Elle précise en effet que ce dernier consacra une bonne partie de ses deniers personnels à la réédification a fundamentis de la cathédrale après l'incendie, donc l'incendie 2020. Les travaux, soutenus par les dons de plusieurs généreux bienfaiteurs, semblent avoir été menés très activement puisque, en 1024 déjà, on travaillait au voûtement des cryptes. La cathédrale était encore en cours de construction lorsqu'elle fut atteinte par un nouvel incendie en 1030, sans que l'on sache précisément quelle fut la nature et l'étendue des dégâts. Sans doute une partie du plafond de la nef était-elle déjà en place à cette date, car l'obituaire de la cathédrale, vers 1050, nous apprend que la charpente fut restaurée par un certain Jean et par son assistant Martin. Le même Jean sut charger de la fonte d'une cloche pesant 5000 livres, ce qui est un poids évidemment considérable. Les travaux furent achevés par le successeur de Fulbert, l'évêque Thierry, mort en 1048, dont l'épitaphe précise qu'il donna une toiture à la cathédrale, orna de fenêtres son étage supérieur et, entre guillemets, consacra cette église qui resplendit de lumière. La date de cette dédicace, 1037, connue par la chronique de Vendôme, est généralement admise. Fait notable à une période où les architectes étaient rarement mentionnés dans les sources, l'obituaire nous livre également le nom de celui qui construisit la cathédrale, Béranger, Huius Matris Ecclesiae Artifex Bonus. L'emploi du terme artifex, qui renvoie à l'image de Dieu en tant que artifex mundi, c'est-à-dire créateur du monde, et le qualificatif de bonus doivent évidemment retenir l'attention. Cela montre que Fulbert dut s'assurer les services d'un maître particulièrement réputé. Je ne reviendrai pas sur l'historique des recherches concernant la cathédrale elle-même, dont mes deux prédécesseurs vous ont parlé, qui a été fort bien résumé dans les articles de François Hébert Suffren et Christian Sapin consacrés à la relecture archéologique du caveau Saint-Lubin, sauf pour souligner combien les recherches actuelles sont grevées par ces études anciennes. Si l'on accepte le plan du caveau Saint-Lubin réalisé en 2006 par Gilles Fèvre pour le Centre d'études médiévales d'Auxerre, qui vous a déjà été montré, la documentation graphique dont nous disposons, basée essentiellement sur les plans de la SUS réalisés entre 1859 et 1867 et complétée par les découvertes archéologiques du début du XXe siècle par Merlet, sont à peu près nos seules sources, et ce sont des sources évidemment très insatisfaisantes, et j'appelle de mes vœux évidemment la réalisation de relevés plus précis. Dans l'attente de l'extension des investigations archéologiques à l'ensemble de la crypte, l'étude architecturale reste donc limitée à une observation des vestiges et à une tentative de restitution du parti architectural, ce que je vais tenter surtout à la lumière des comparaisons avec les autres monuments de la même période, en m'appuyant sur le développement des recherches récentes sur le début de l'architecture romane dans la région, dans la vallée de la Loire en particulier. S'il est difficile d'observer les maçonneries du déambulatoire et des chapelles rayonnantes, en raison de la présence d'un épais enduit, celles de la crypte Saint-Lubin, du caveau Saint-Lubin, sont à la fois bien visibles et bien maçonnées. Je vais reprendre l'expression traditionnelle du caveau Saint-Lubin de façon à ce que quand on en parle, on ne le confonde pas avec la crypte. En réalité, il faudrait parler de crypte Saint-Lubin, parce que c'était une crypte, mais la distinction des deux permet d'éviter la confusion avec la crypte à déambulatoire. Donc s'il est difficile d'observer les maçonneries de la crypte, du déambulatoire et des chapelles rayonnantes en raison de la présence d'épais enduits,
Celles du caveau Saint-Lubin sont à la fois bien visibles et bien conservées. Les parties murales sont en petit appareil déalvéolé, tandis que les supports, les contreforts et l'encadrement des fenêtres sont construits dans ce moyen appareil de pierre de taille tant vanté par les chroniqueurs de l'époque et réservé aux édifices les plus prestigieux. Depuis la fin du Xe siècle, les régions riches en calcaire tendre de la vallée de la Loire avaient connu un renouveau de la pierre de taille associé à des techniques très particulières, comme le retour à l'emploi du taillant droit ou laid, outil qui avait été plus ou moins délaissé depuis la fin de l'Antiquité, donc cet outil utilisé pour dresser la surface des blocs, et l'usage de joints rubanés épais, saillants et régularisés à la truelle qui soulignent leurs contours. À Chartres, l'utilisation d'un calcaire relativement dur et comportant de nombreuses concrétions irrégulières se ressent dans le travail des tailleurs de pierre qui, à cette époque, ne disposaient pas d'outils très performants. Aussi, la présence de belles tailles obliques est plus rare que dans la plupart des monuments ligériens bâtis en calcaire tendre. Il existe par ailleurs, et ça a déjà été souligné par Mathias Dupuis essentiellement, il existe par ailleurs quelques variantes techniques dans le traitement des joints. Ceux du caveau Saint-Lubin sont généralement colorés en rose par du tuileau et travaillés avec soin. Le pilier cruciforme conservé du côté nord du chœur présente les mêmes caractéristiques, mais on note sur le pilier carré voisin un changement de couleur du mortier et de qualité du jointement à partir de la seconde assise, comme s'il s'agissait d'une reprise. Le contrefort du couloir nord, qui est conservé dans la chaufferie, comporte pour sa part des joints plats et de couleur grise. De même, il existe une différence de facture très nette entre les joints raffinés des niches du caveau Saint-Lubin et ceux de la fenêtre du couloir nord, qui sont tartinés sans aucun soin. La reconstruction d'une cathédrale était un geste fort au début du XIe siècle. Alors que l'Église tentait d'imposer son pouvoir et sa légitimité, l'architecture était en effet un outil de communication majeur. Celle de Chartres s'inscrit dans une véritable vague de reconstruction amorcée dès la fin du Xe siècle. Pour se limiter à la Francie occidentale, c'est-à-dire au royaume que Charles le Chauve reçut en héritage par le traité de Verdun en 843, on peut citer dans le dernier tiers du Xe siècle la reconstruction des cathédrales de Sens, Beauvais, Châlons-en-Champagne, Meaux, Sées, Nantes, puis au tournant de l'an 1000, celle de Clermont-Ferrand, suivie dans le premier quart du XIe siècle par celle d'Angers et de Poitiers. Cette vague de reconstruction touchait à son terme lorsque s'ouvrit le chantier chartrain. À peine peut-on citer en 1023 le début des travaux de la cathédrale d'Auxerre, dont vous avez vu un plan tout à l'heure, et en 1028 celui de la cathédrale de Rouen. La plupart de ces édifices ayant disparu ou n'étant connus que par quelques vestiges archéologiques, il est difficile d'établir des comparaisons avec la cathédrale de Chartres, mais on peut estimer que celle-ci fut l'une des plus ambitieuses de cette vague de reconstruction, tant par ses dimensions, plus de 100 mètres de longueur, que par son parti architectural. C'était une basilique à 3 vaisseaux charpentés, dépourvue de transept, mais dotée d'un chevet encadré de 2 tours et d'un déambulatoire sur lequel s'ouvraient 3 chapelles rayonnantes. Une tour-porche s'élevait du côté occidental, que je laisserai de côté puisque Pierre Martin vous en parlera tout à l'heure, pour me consacrer sur l'analyse du chevet. Ce qui frappe d'emblée dans le plan de la crypte qui nous est parvenu, c'est d'une part l'ampleur des couloirs d'accès prenant naissance à l'entrée des collatéraux de la nef, et de l'autre la profondeur, 11 mètres, des 3 chapelles rayonnantes regroupées dans la partie tournante du déambulatoire. Les fondations des tours qui encadraient la partie droite de celui-ci sont aujourd'hui très difficilement lisibles. En revanche, le passage situé entre ces tours et les premières chapelles rayonnantes est conservé du côté sud. Et bien qu'il s'ouvre par un portail du XIIe siècle, l'examen des maçonneries montre qu'il appartient bien au parti d'origine. Il existait un passage symétrique du côté nord. Les couloirs d'accès, larges de près de 6 mètres,
sont couverts de voûtes d'arêtes dépourvues de doubleaux, retombant sur de larges pilastres couronnés d'une imposte. Chaque travée était éclairée par une fenêtre à double ébrasement, dont plusieurs sont conservées dans leur état d'origine. La partie tournante du déambulatoire, large seulement de 4,20 m, est couverte d'un berceau annulaire échancré au droit des chapelles par d'amples pénétrations latérales qui se rejoignent pour former une voûte d'arête. Je dois dire que le dessin des voûtes d'arête sur les plans dont nous disposons ne correspond pas tout à fait à la réalité. Ça a été très largement normalisé. Donc ça encore, ça fait partie des choses qu'il faudra revoir. Quoi qu'il en soit, la parfaite continuité des parois et du voûtement dans le déambulatoire crée une fluidité spatiale qui contraste avec la rigoureuse articulation des supports des couloirs d'accès. Cette différenciation devait être accentuée par la lumière, la partie tournante ne comportant que 4 fenêtres, sans doute assez étroites, situées entre les chapelles rayonnantes, fenêtres qui ont disparu lors de la construction des chapelles secondaires du chevet gothique, de sorte que maintenant, quand on est dans le déambulatoire, on est dans le noir. Les enduits épais qui recouvrent les voûtes interdisent toute observation archéologique de celles-ci, mais la comparaison avec d'autres monuments de la même époque, notamment la crypte du Mont-Saint-Michel mise en chantier en 1023, conduit à restituer l'emploi d'un coffrage de moellons et de mortier reposant sur des cintres en bois. Selon cette technique, que les spécialistes de la construction romaine désignent par l'expression de voûte concrète, la voûte forme, une fois le mortier pris et les cintres enlevés, un bloc monolithique presque statique et d'une résistance à toute épreuve. À Chartres comme au Mont-Saint-Michel, cette technique de coffrage des voûtes va de pair avec des murs d'une très grande épaisseur dans lesquels le mortier joue un rôle majeur. Cette puissance des maçonneries se retrouve dans les chapelles rayonnantes, dont les fenêtres largement ébrasées s'ouvrent au fond de profondes échancrures des voûtes en berceau, et ici c'est donc la lumière qui structure l'espace. À la différence des autres cryptes à déambulatoires et chapelles rayonnantes du début du XIe siècle, dont le plan est identique à celui du chevet qui les surmonte, celle de Chartres ceinturait l'abside de la cathédrale. Elle ne communique pas, on vous l'a déjà dit, elle ne communiquait pas avec le caveau Saint-Lubin. L'accès actuel date de la fin du XIXe siècle. Les deux espaces n'étaient d'ailleurs pas au même niveau, le sol du caveau Saint-Lubin se trouvant initialement à environ 3,40 m en dessous de celui du déambulatoire de la crypte. Ce caveau Saint-Lubin, situé sous l'abside de la cathédrale, est circonscrit par un mur de 3,30 m à 3,40 m d'épaisseur, dans lequel sont creusées 5 niches qui étaient probablement destinées à contenir les reliques des saints fondateurs de l'église de Chartres, et notamment celle de Saint-Lubin, dont le corps avait été transféré de Saint-Martin-au-Val à la cathédrale à la fin du Xe siècle. Ces niches, situées aujourd'hui au ras du sol, devaient primitivement s'ouvrir à quelques 2 mètres de hauteur. Le caveau Saint-Lubin n'était accessible que depuis le sanctuaire de la cathédrale par d'étroits escaliers latéraux, dont celui du sud a été refait au XIIIe siècle, mais celui du nord a été dégagé vers 1900. Du moins ces vestiges, car l'escalier lui-même a disparu. Les voûtes du caveau Saint-Lubin, surélevées lors de la construction du chevet gothique, retombaient sur 4 piliers carrés disposés en hémicycle et sur une pile circulaire incrustée dans le mur occidental qui conserve les zones de petits appareils dont vous a parlé Mathias Dupuis tout à l'heure. Ce qui a longtemps accrédité l'idée que toute cette partie de la cathédrale aurait été antérieure à l'époque de Fulbert. Déjà, Christian Sapin et François Hébert-Suffren ont montré qu'il n'en était rien, tout en restant prudents quant à la chronologie relative des différentes parties du chevet. Je crois néanmoins qu'on peut aller plus loin et montrer à partir de la restitution du plan du sanctuaire que le caveau Saint-Lubin et la crypte à déambulatoire et chapelle rayonnante qui l'entourent appartiennent à un seul et même projet architectural. Le pilier cruciforme conservé du côté nord du chœur indique en effet à la fois la largeur du collatéral et le niveau du sanctuaire. Il apparaît ainsi que les 4 piliers isolés du caveau Saint-Lubin étaient en fait les fondations des 4 supports du déambulatoire de l'hémicycle qui entouraient l'abside.
On peut ainsi restituer le circuit du chœur, entre guillemets, dont parlent les textes liturgiques, c'est-à-dire un déambulatoire d'environ 3 mètres de largeur et dépourvu de chapelle rayonnante. Le chevet de la cathédrale de Fulbert aurait donc comporté 2 déambulatoires emboîtés en plan, mais situés à des niveaux différents, l'un dans le sanctuaire et l'autre dans une vaste crypte externe. En dépit de leur indépendance, les 2 déambulatoires relèvent d'un même plan d'ensemble. L'implantation des 3 chapelles rayonnantes a en effet été dictée par celle des 4 piles de l'hémicycle. Plus encore, on peut restituer le schéma géométral de l'implantation, les 4 fenêtres du déambulatoire de la crypte étant situées dans l'axe de ces piliers. Schéma qu'il aurait évidemment été impossible de mettre en œuvre si le mur d'enveloppe du caveau Saint-Lubin avait déjà été monté. Cette restitution soulève plusieurs questions. La première concerne l'originalité du plan. En effet, la norme dans les déambulatoires à chapelle rayonnante était d'implanter les supports de l'hémicycle au droit des entrées des chapelles, ce qui, pour 3 chapelles rayonnantes, donnait 6 supports. En rejetant cette solution au profit d'arcades moins nombreuses mais plus amples, l'architecte de Chartres fit donc le choix d'une dilatation spatiale permettant l'ouverture d'une grande fenêtre d'axe visible depuis l'entrée de la cathédrale. La seconde remarque concerne Béranger, l'artifex recruté par Fulbert et ses méthodes de travail, depuis le dessin du plan jusqu'à l'implantation sur le terrain, ce qui renvoie au problème plus général de la formation et des connaissances en géométrie des architectes du début du XIe siècle, toute question qui reste ouverte en l'état actuel de nos connaissances. Tout au plus peut-on, dans le cas de Chartres, rappeler l'intérêt de Fulbert pour la géométrie. Mais revenons à la restitution du parti architectural de la cathédrale elle-même. Nous sommes là dans un tout autre monde que celui de la crypte, avec un vaisseau large d'environ 7 mètres, délimité par des murs relativement minces et encadré de bas-côtés mesurant au plus 3 mètres de largeur. Les grandes arcades retombaient-elles sur des piles cruciformes identiques à celles qui nous est parvenues, ou bien ce type de support était-il réservé à l'entrée du chœur? Les grandes arcades retombaient-elles sur des piliers carrés comme le suggèrent les vestiges conservés à l'ouest du pilier cruciforme? Enfin, si les 4 supports de l'hémicycle étaient probablement des piles maçonnées, on ne saurait préjuger de leur plan. Si l'on peut estimer que l'abside de la cathédrale était couverte d'un cul-de-four, la minceur du pilier cruciforme semble peu compatible avec un voûtement en pierre sur le chœur et suggère plutôt l'existence d'un arc diaphragme marquant une séparation liturgique entre les 2 parties d'un haut vaisseau charpenté. Enfin, le fait que le vitrail de Notre-Dame de la Belle-Verrière, qui était sans doute situé dans la fenêtre d'axe du déambulatoire, ait été épargné par l'incendie de 1194, milite en faveur d'un espace protégé par une voûte en pierre. Pour bien saisir l'originalité du parti architectural du chevet de Chartres, il faut le comparer aux 2 grands modèles ligériens des premières décennies du XIe siècle, Saint-Aignan d'Orléans et Saint-Martin de Tours, que vous avez ici. On ignore la date de début des travaux de Saint-Aignan, au plus tard sans doute les années 1010, mais ceux-ci étaient pratiquement terminés au moment de la cérémonie de dédicace en 1029. Dans son portrait de la collégiale, Elgaud précise que son chevet était à l'image de celui de la cathédrale de Clermont-Ferrand, information d'une pertinence tout à fait extraordinaire si l'on songe que le chevet clermontois est aujourd'hui considéré par les historiens de l'art comme l'ancêtre des chevets à déambulatoire et chapelles rayonnantes de la Francie occidentale. La construction du chevet de Saint-Martin de Tours, pour sa part, par le trésorier Hervé de Buzancais, fut saluée comme un événement par les 2 principaux chroniqueurs de l'époque, Adhémar de Chabannes, dans sa chronique rédigée vers 1024-25, et quelques 10 ans plus tard, Raoul Glaber dans ses histoires. Après sa célèbre phrase sur le blanc manteau d'église dont l'Occident se couvrit après l'an 1000, Raoul Glaber commence sa galerie de portraits par celle sa galerie de portraits de bâtisseurs par celui d'Hervé de Buzancais. La notoriété du monument est confirmée par le fait que le seul dessin d'architecture du début du XIe siècle qui nous soit parvenu représente son plan. Vous avez en bas
Le document, qui était autrefois conservé dans un manuscrit de la bibliothèque municipale de Chartres, a brûlé en 1944, mais il est connu par un calque. Sans doute grâce à des intermédiaires graphiques de ce type, le plan du chevet de Saint-Martin de Tours devait connaître une longue diffusion au cours du XIe siècle, à commencer par l'abbatiale Saint-Martial de Limoges, reconstruite à partir de 1018. Or, ce plan de chevet ne fut pas repris à Chartres. Certes, la présence à Saint-Aignan de longs couloirs d'accès à la crypte suggère un rapprochement, mais celui-ci est très superficiel. Il y a en effet guère de points communs entre les espaces amples et structurés de Chartres et les souterrains étroits et quelque peu tortueux d'Orléans. Il est donc difficile d'imaginer qu'ils aient eu la même fonction liturgique. Il existe d'ailleurs d'autres différences majeures entre les deux monuments. Dans la crypte de Saint-Aignan, les couloirs débouchent sur une vaste salle, subdivisée par des fils de colonnes, salle qui communique avec le déambulatoire par des baies situées en face de l'entrée des chapelles rayonnantes. La partie occidentale de cette salle est occupée par une confession comportant des fenêtres aidées et fermée par une porte. À Chartres, au contraire, le caveau Saint-Lubin était directement relié par des escaliers au sanctuaire où était exposée la relique de la chemise de la Vierge, placée dans une châsse réalisée à la fin du Xe siècle. Toutes les reliques étaient donc regroupées à l'intérieur de la cathédrale. En revanche, il n'existait à l'époque de Fulbert aucune relique dans la crypte externe, si ce n'est peut-être le puits des Saints-Forts, ni d'ailleurs aucune statue de la Vierge à l'Enfant. Comme le montrera cet après-midi Philippe Plagneux, la crypte avait une fonction essentiellement liturgique et contrairement à une idée reçue, les larges couloirs d'accès n'étaient donc pas destinés à drainer une foule de pèlerins, mais à offrir aux processions un cadre architectural solennel. Sans doute est-ce également cette vocation liturgique de la crypte qui justifia le choix de 3 chapelles rayonnantes très profondes, susceptibles d'accueillir une petite assemblée, au lieu des 5 chapelles semi-circulaires, tout juste assez vastes pour abriter un autel destiné à la célébration de messes individuelles que l'on trouvait à Saint-Martin de Tours, Saint-Aignan d'Orléans et Saint-Martial de Limoges. La diversité typologique et fonctionnelle des premiers déambulatoires à chapelles rayonnantes de la moyenne vallée de la Loire a été bien mise en évidence par les travaux de Pierre Martin, auxquels je renvoie. Pour ma part, je me suis intéressée au cours des dernières années à la valeur allégorique de certains d'entre eux, conçus à l'image de la rotonde du Saint-Sépulcre. Mais ce sont d'autres modèles de l'Antiquité tardive qui semblent avoir inspiré Fulbert. Les basiliques cirquiformes romaines, édifiées sur l'emplacement des nécropoles suburbaines et dotées d'un couloir de circulation continue, utilisés pour des rites processionnels autour de sépultures. La cathédrale de Fulbert ne comportait pas de transept à l'origine, mais l'observation des fondations nord-sud, encore visibles dans le soubassement du transept gothique, montre en effet que les couloirs de la crypte étaient déjà construits lorsque ces dernières furent implantées, puisqu'elles vinrent buter sur certaines fenêtres. Donc là, vous avez une vue de l'une de ces fondations, et c'est celle-là, quand le transept fut implanté, les couloirs étaient déjà construits et les fondations vinrent buter sur les couloirs. Les parements en moyen appareil de pierre de taille de ces fondations, traités avec presque autant de soin que s'ils avaient été destinés à être vus, présentent des caractères techniques si proches de ceux des autres parties de la cathédrale que la conclusion s'impose: la décision d'ajouter un transept dut être prise en cours de chantier. Cette adjonction fut-elle justifiée par la nécessité d'augmenter le nombre des autels ? C'est possible, car la cathédrale de Fulbert n'en comportait qu'un petit nombre, ceux des 3 chapelles de la crypte, l'autel majeur, et sans doute selon l'usage habituel, un autel situé in medio ecclésiae. On peut certes penser que les collatéraux de la nef abritaient quelques autels secondaires, mais l'ensemble était sans doute insuffisant pour l'usage quotidien d'un chapitre important. À titre de comparaison, Elgaud ne mentionne pas moins de 19 autels pour la collégiale Saint-Aignan d'Orléans. Par ailleurs, l'implantation des fondations nord-sud, des radiers longitudinaux réunis par une voûte en berceau
et située à l'aplomb des collatéraux du transept gothique, donne à penser que le transept roman comportait déjà des collatéraux. Or, il existait dans la proche vallée de la Loire un antécédent prestigieux à ce type de transept, la cathédrale d'Orléans, reconstruite après l'incendie de la ville en 989 et dont le chantier était en cours d'achèvement dans les années 1020. Une grande partie de la cathédrale du Sacre des premiers Capétiens a été mise au jour par des fouilles au début du XXe siècle, en bleu clair sur le plan de Pierre Martin, aux travaux duquel je renvoie. La cathédrale, dédiée à la croix, était de plan cruciforme. Comme la nef et le chœur, le transept comportait un vaisseau central encadré de collatéraux, dont les grandes arcades retombaient sur des piliers cruciformes assez comparables à celui qui est conservé à Chartres. Avec ses 3 chapelles rayonnantes relativement profondes, le plan du déambulatoire de la cathédrale d'Orléans n'est pas sans évoquer celui de Chartres. Toutefois, faute d'une chronologie relative entre les 2 chantiers, il est difficile d'établir l'antériorité de l'un ou de l'autre, même si certains indices font pencher la balance en faveur de Chartres. Quoi qu'il en soit, les transepts à collatéraux étaient dans l'air du temps au début des années 1020. Là encore, je renvoie aux travaux de Pierre Martin. Celui du chevet de Saint-Martial de Limoges, érigé entre 1018 et 1028, est connu par des relevés du XVIIIe siècle, montrant qu'il avait été remanié à plusieurs reprises. Cependant, il restait encore à cette époque des vestiges de support du début du XIe siècle, c'est-à-dire des piliers carrés dans le bras sud et circulaires dans le bras nord. Peut-être est-ce à l'exemple de Saint-Martial de Limoges qu'Hervé de Busancet décida, en cours de travaux, de doter Saint-Martin de Tours d'un transept à collatéraux, solution qui, comme l'ont montré Pierre Martin et Richard Gemme, n'était pas initialement prévue. Ce transept devait être achevé à la mort d'Hervé en 1022, car celui-ci fut inhumé à l'entrée du chœur liturgique qui occupait les travées orientales de la nef. À Orléans, Limoges et Tours, le transept comportait une croisée, sans doute surmontée d'une tour-lanterne, qui structurait l'espace intérieur. À moins que les travées de la nef déjà érigées n'aient été abattues et restructurées lors de la jonction du transept, on peut penser que les bras du transept de Chartres s'élevaient derrière des arcades prolongeant celles du chœur et de la nef, comme on peut le voir à Saint-Denis de Nogent-le-Rotrou. Alors je vais m'attarder un peu sur ce chevet de Saint-Denis de Nogent-le-Rotrou, car c'est le seul de sa génération à être conservé en élévation. Enfin partiellement, puisque les fenêtres hautes ont été détruites après la Révolution. Aussi, son étude est-elle riche d'enseignements, et je renvoie pour ce faire à l'ouvrage qui a été publié en 2022 par la Société française d'archéologie. Bien que l'église de Nogent-le-Rotrou ait été destinée à servir de nécropole familiale et qu'elle n'ait été dans un premier temps sans doute desservie que par quelques clercs, elle rivalise par ses dimensions avec les plus vastes de son temps. Son vaisseau central, qui atteint 9 mètres de largeur, c'est-à-dire 2 mètres de plus qu'à Chartres, atteste de l'ambition de son fondateur. Celle-ci s'exprime aussi par une collection de citations empruntées aux grands chantiers ligériens du début du XIe siècle. La cathédrale d'Orléans, Saint-Martin de Tours, Saint-Benoît-sur-Loire et Beaulieu-les-Loches, et bien sûr la cathédrale de Fulbert. À cette dernière, Geoffroy a emprunté son sanctuaire long de plusieurs travées, son transept en position centrale, et sans doute l'idée d'une élévation continue de l'abside à la nef. Les 3 chapelles rayonnantes, qui ont été reconstruites au XIIIe siècle sur les fondations du XIe, sont pour leur part beaucoup plus profondes que celles de la plupart des autres chevets contemporains, à 3 chapelles. Les piles composées de l'hémicycle renvoient pour leur part à la cathédrale d'Orléans, les piles du chœur et de la croisée du transept à Saint-Martin-de-Tours et à Saint-Benoît-sur-Loire, la tribune qui surmonte le déambulatoire à Saint-Martin-de-Tours et à Beaulieu-les-Loches, tandis que les chapiteaux corinthiens et les chapiteaux figurés du déambulatoire reprennent des modèles créés à Saint-Benoît-sur-Loire et largement diffusés au cours des années 1020-1030 dans la moyenne vallée de la Loire. La richesse plastique et le caractère ostentatoire de l'architecture de Saint-Denis de Nogent-le-Rotrou font ressortir l'exigence de simplicité chartraine. Fulbert ne fut certes pas le seul bâtisseur de son temps à avoir fait le choix de l'austérité.
On peut notamment citer l'exemple des églises monastiques du Jura. Mais en faisant ce choix, il allait à contre-courant des modes ligériennes, ce qui explique peut-être l'absence de postérité de sa cathédrale. Il fallut attendre le second quart du XIIe siècle pour que, dans un contexte historiciste caractéristique de cette époque, l'architecture de la cathédrale de Chartres rencontre un écho avec l'église de Dangeau, récemment étudiée par Pierre Moya. L'élévation à 2 niveaux, les parois inarticulées et le couvrement charpenté affichent une volonté de passéisme à peine tempérée par l'emploi de l'arc brisé. Certes, les 3 chapelles rayonnantes sont de taille très réduite, mais les 4 piles de l'hémicycle situées dans l'axe des fenêtres du déambulatoire, l'absence de croisée du transept et la continuité d'élévation, identiques dans l'abside, le chœur et la nef, font de manière explicite référence au modèle chartrain. Je voudrais conclure cette communication par une brève réflexion sur la rumination du passé, démarche essentielle à la pensée médiévale, mais aussi clé de compréhension pour l'architecture religieuse. Dans ce ressourcement continu, les strates s'additionnent au fil du temps, rendant l'identification des modèles d'autant plus subtile qu'historicisme et création se nourrissent mutuellement. Ainsi, à Chartres, l'évocation d'une basilique cirquiforme romaine se combine avec le choix d'un chevet entre 2 tours de tradition carolingienne. Association unique à ma connaissance entre un chevet harmonique et un chevet à déambulatoire. Dans le même temps, ces emprunts au passé sont revisités par le choix de 2 déambulatoires emboîtés, l'un interne, l'autre externe, et la présence de 3 profondes chapelles rayonnantes. Quant aux tours encadrant le chevet, leur puissance n'a rien de commun avec celle de l'époque carolingienne. En effet, dotées de cloches plus lourdes que par le passé, elles dominaient le paysage urbain et affirmaient la puissance du pouvoir épiscopal, tout en faisant porter plus loin la voix de Dieu. Fruit d'une réflexion idéologique poussée, la cathédrale de Chartres apparaît donc, au même titre que Saint-Bénigne de Dijon à la génération précédente, comme une création hors norme. Évidemment, bien des choses restent à faire pour mieux comprendre l'architecture de la cathédrale de Fulbert, à commencer par la réalisation de relevés plus précis que ceux dont nous disposons actuellement, nous l'avons déjà dit, relevés qui permettraient notamment de préciser les niveaux respectifs du déambulatoire de la crypte, du caveau Saint-Hubin et du chœur. Une étude d'archéologie du bâti étendue à l'ensemble des vestiges devrait également apporter des précisions sur la marche du chantier, toutes opérations que j'appelle évidemment de mes voeux, s'il est possible et même probable qu'elles remettent en question certaines des hypothèses que j'ai avancées aujourd'hui. Je vous remercie de votre attention. Et je passe la parole à Pierre Martin,